Bonjour à tous, bonjour Omri, notamment. Euh, alors, aujourd'hui, on va s'occuper un peu des États-Unis, parce qu'il y a pas mal d'actualités pour le coup. La visite de Biden, évidemment, à Kiev, phénomène qui est marquant, évidemment, mais pas seulement. Je vous l'ai mis en petit aussi ici. Vous avez un article du Monde que je vous conseille de lire pour ceux qui sont abonnés, notamment sur la stratégie pour les États-Unis pour évincer Wagner. Stratégie qui est assez simple, en fait, c'est une sorte de chantage. Il propose finalement à la République centrafricaine de faire la même chose que Wagner, mais en mieux. Et il présente dans un plan très officiel ce que les États-Unis apporteraient à Wagner, apporteraient pardon, à la République centrafricaine, contrairement à ce qu'apporte Wagner aujourd'hui. Bonjour. Et donc, c'est une stratégie de réelle politique que nous, on a du mal à mener en France, vu notre passé colonial aussi. Et effectivement, il se passe beaucoup de choses au niveau des États-Unis, et je pense que c'est vraiment intéressant pour nous de s'y attarder un petit peu et de comprendre ce qui se passe. Alors, juste pour faire vite quand même, hein, la visite de Biden, elle n'a pas donné lieu à de très grosses annonces, hein, mais plutôt un retour aux fondamentaux, c'est-à-dire munitions, artillerie, ce qui est quand même le nerf de la guerre, des moyens anti-chars, javelins notamment des javelins spécifiques au Bradley qui viennent d'être livrés, des radars de défense aérienne, parce qu'il y a pas mal de trous dans la raquette encore, il y a encore quelques missiles qui passent les défenses. Donc finalement, ça pourrait être considéré comme une mauvaise nouvelle, mais c'est plutôt une bonne nouvelle en fait, hein. Ça veut dire que finalement, voilà, il s'implique vraiment dans la durée et pas seulement dans quelques annonces qui pourraient paraître voilà, un petit peu pour le spectacle. Voilà. Plus mauvaise nouvelle du point de vue européen, il y va seul, sans prévenir personne. La relation spéciale avec la Grande-Bretagne n'existe pas, pas d'Européens du tout. Les États-Unis n'ont pas besoin de nous, la réciproque étant pas valable, hélas. Donc en fait, on est dans une situation de dépendance, pas d'alliance. Alors c'est pas vraiment nouveau, hein, mais ça se voit tous les jours un petit peu plus, avec quand même aussi un grand danger qui va être notre fil conducteur, c'est qu'est-ce qui va se passer en 2024, parce que pour l'instant, quand même, sans être trop pessimiste, c'est quand même très mal parti pour les démocrates aux États-Unis. Alors si c'est pour se retrouver avec un Trump bis, on risque d'avoir un gros souci. Voilà. Euh, Bon, petit rappel aussi qui est tout bête, hein, on n'a pas su dissuader la Russie d'attaquer. Donc la force de dissuasion européenne est nulle vis-à-vis de la Russie, hein. On a même cédé à la Russie en bloquant l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN en 2008. Je rappelle que c'est quand même l'année de l'invasion aussi de la Géorgie. Euh, et puis même en 2014, hein, l'invasion de la Crimée, finalement, même s'il y a eu quelques sanctions économiques, bon, le jeu en valait la chandelle côté russe, quoi. Euh, il y a 9 ans, jour pour jour, c'était les premiers combats à Maïdan, hein, la police tirait dans la foule. Donc voilà, on ne commémore pas les 1 an de la guerre en Ukraine, mais plutôt les 9 ans. Donc voilà. Allez, on attaque, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à voir, à dire, à faire. Et je voudrais qu'on ait le temps d'échanger, de répondre à vos questions si vous en avez aussi. Voilà. On est obligé de revenir quand même un tout petit peu en arrière, parce qu'on ne peut pas faire de géostratégie sans faire d'histoire aussi, hein, avec une particularité quand même, les États-Unis font partie des rares pays qui pensent à avoir une mission particulière à accomplir dans le monde, quoi. En fait, il n'y en a pas des masses. Ceux qui ont la prétention, c'est la France, avec notre volonté de développer les droits de l'homme dans le monde entier, notamment. Le Royaume-Uni aussi. Euh, et de temps en temps, quelques pays qui peuvent avoir des visées
expansionniste et universaliste comme la Russie. Euh, alors pour eux, ça passe par le mode de vie notamment. C'est-à-dire qu'ils pensent que pour le monde, la bonne solution, c'est finalement d'adopter leur mode de vie. C'est-à-dire un libéralisme. Alors attention, le terme il a été dévoyé. Hein, c'est pas ce qu'on entend nous par libéralisme aujourd'hui. C'est un libéralisme total, c'est-à-dire des idées, des opinions. Euh, et puis aussi le capitalisme, mais là aussi au sens originaire, hein, c'est-à-dire cette capacité d'ouvrir les flux commerciaux au monde entier. Et puis, depuis la Seconde Guerre mondiale, la société de consommation qui, finalement, ferait partager une sorte de culture universelle et éviter les conflits. Alors, bon, depuis les années Trump, il y a un doute durable sur la solidité du régime US, hein, et sur cette cohérence en fait idéologique avec un vrai problème d'unité nationale aussi aux États-Unis. Hein. C'est là où on peut voir que les quelques dizaines de milliers d'euros qui ont été investis par les Russes pour faire une propagande aux États-Unis a été super efficace, hein, plutôt que de dépenser des centaines de milliards en défense. Il a suffi de créer quelques fermatrolles pour bousculer les États-Unis dans leurs convictions qui étaient les plus profondes par ailleurs. Ça doit particulièrement nous alerter parce que bon, la propagande russe, elle fonctionne chez nous aussi. Hein. Euh, pour la peine, j'avais posté hier quelques écrits qui avaient été faits par des gens très médiatiquement représentatifs qui finalement appliquaient le discours pro-poutinien directement. Voilà. Alors, du point de vue français ou européen, on avait on avait le comte de Vergennes, qui était le secrétaire d'État de Louis XIV, qui disait ces gens-là ont la terrible manie du commerce. Quoi. Les États-Unis, comme le Royaume-Uni, en fait, ont basé leur stratégie sur une puissance navale au départ. Et ils se sont construits d'abord en opposition avec l'Allemagne, qui elle-même, au 19e, a voulu créer cette force navale. L'Allemagne a échoué, mais pas les États-Unis. Et dès George Washington, en 1732-1799, en fait, la marine a été mise en avant. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est encore les Marines qui protègent le président des États-Unis, en fait. Hein, c'est leur garde prétorienne aujourd'hui. Et petit à petit, les États-Unis ont étendu un peu, leur, leur volonté extérieure. Alors, je regarde en même temps le chat. Euh, euh, alors oui, oui, effectivement, c'était un risque à prendre si on avait intégré l'Ukraine dans l'OTAN en 2008. Ça aurait été vu comme un casus belli envers la Russie, sans doute. Pour autant, alors c'est facile à dire aujourd'hui, hein, la guerre on y est maintenant. Euh, et effectivement, alors la Russie n'installe pas des missiles en Suisse, c'est vrai, mais elle en installe à Kaliningrad. Et c'est une question qui est intéressante parce que ça a toujours été un gros différentiel entre les deux. C'est-à-dire que quand il y a eu la crise des euromissiles en 1983, Mitterrand disait le pacifisme est à l'ouest, mais les missiles sont à l'est. C'est sa manière de lui dire que il fallait bien installer des missiles à tête nucléaire en Europe de l'Ouest parce que la Russie, enfin l'URSS à l'époque, en installait, elle, dans les pays du pacte de Varsovie. Quoi. Et effectivement, c'est vrai que c'est un peu facile de refaire l'histoire comme ça, mais par exemple, si on prend un autre exemple, la Moldavie aujourd'hui. La Moldavie est menacée par la Russie. La Moldavie a une demande d'intégration à l'OTAN et à l'Union européenne. Si on intègre la Moldavie, hein, qui est un tout petit pays, hein, 4 ou 5 millions d'habitants, dans l'Union européenne, c'est la moitié de Paris, hein, donc autant dire que ce n'est pas un gros problème de l'intégrer dans l'Union européenne, elle ne se fera pas attaquer par la Russie. Par contre, là, aujourd'hui, il n'y a rien qui protège la Moldavie. Et on sait que c'est sans doute le futur pays sur la liste. Et si les pays baltes n'avaient pas été intégrés, ces pays baltes auraient été envahis sans doute avant même l'Ukraine. Donc, effectivement, on a eu cette vision un peu romantique et puis rationnelle de la Russie, en oubliant que finalement la guerre était un moyen de continuer la diplomatie par d'autres moyens, tout simplement, du point de vue russe en tout cas.
Enfin, j'espère avoir répondu à ta remarque. Alors je reviens un peu à ce que je disais. Euh, après George Washington qui a installé les Marines au cœur du pouvoir, on a eu rapidement ce qu'on appelle la doctrine Monroe. Alors, je suppose que vous savez ce que c'est, mais dans le doute, je reprécise. La doctrine Monroe, en 1823, elle va installer l'arrière-cour américaine. Cette arrière-cour, eh bien, c'est le continent américain. C'est-à-dire qu'on va avoir le America First, c'est-à-dire l'Amérique aux Américains. Voilà. Et donc, les puissances européennes n'ont pas à intervenir sur le sol américain. On rejette le colonialisme et puis la puissance européenne en dehors du continent américain. Et on a ce côté continent américain novateur, avec les États-Unis qui se présentent en défenseurs des Mexicains, des Latino-Américains, contre les vieilles puissances coloniales européennes. Mais les États-Unis n'ont pas ce souhait de se projeter forcément ailleurs, en tout cas dans d'autres territoires. Et ça, c'est un vrai problème qu'on a, nous les Français, parce que on est persuadé du contraire. On est persuadé de voir les États-Unis comme une force colonialiste, comme nous on pouvait l'être, qui veut attaquer à l'étranger. Et c'est vrai qu'elle attaque beaucoup. Mais alors, je vous conseille la lecture de Caspi, qui est vraiment quelqu'un de formidable à ce niveau-là. Euh, Finalement, ce qui est étonnant, c'est que les États-Unis interviennent un peu bon gré mal gré. Euh, pour rappel, ils interviennent à la fin de la Première Guerre mondiale, en 1917, alors qu'ils ne se sentent pas spécialement concernés par ce qui se passe en Europe. Et puis pendant la Seconde Guerre mondiale, ils interviennent quelque part parce qu'ils n'ont pas le choix, hein, tout simplement parce qu'il y a eu l'attaque de Pearl Harbor. On va pas refaire l'histoire, mais là aussi, si les Japonais n'avaient pas eu la bêtise d'attaquer Pearl Harbor, qu'est-ce qui serait passé ensuite? Enfin bon, bref, avec des si, on ferait beaucoup de choses. Mais si on déroule un petit peu plus l'histoire des États-Unis, on se rend compte que finalement, ils sont intervenus petit à petit de plus en plus loin. Et d'abord dans leur arrière-cour, comme le voulait la doctrine Monroe, et finalement, ensuite, ils se sont dirigés plutôt vers l'Asie. En fait, ils laissent l'Europe aux Européens, et eux, ils s'intéressent plutôt à ce qui se passe du côté asiatique. Et il y a cette volonté de se tourner vers l'Asie, et à chaque fois, il y a quelque chose qui empêche d'aller en Asie, et qui les ramène toujours à l'Europe, où les Européens sont incapables d'assurer leur propre défense. Les deux guerres mondiales se déroulent. Dès la Première Guerre mondiale, l'hyperpuissance du Royaume-Uni s'écroule, s'effondre. C'est la période de la fin du Titanic, qui est quand même assez symbolique. Et puis après la Seconde Guerre mondiale, c'est encore pire, puisque c'est la fin des empires coloniaux. Et pourtant, la France et le Royaume-Uni, encore aujourd'hui, peinent toujours à assumer le fait de ne plus être des grandes puissances et être des puissances moyennes. Donc finalement, c'est une sorte de quiproquo dès le départ, avec des États-Unis qui ne veulent pas régenter le monde, mais qui se trouvent à cette place-là, et qui en profitent largement. Et puis finalement, des anciennes puissances coloniales qui regrettent leur empire et qui ne veulent pas forcément lâcher prise. Bon, ensuite, rapidement, hein, on arrive à la période 91-2001, 10 ans d'hyperpuissance totale des États-Unis, où effectivement, bah, on se retrouve avec des moyens technologiques qui les mettent hors de portée de toutes les puissances. Euh, alors justement, je vais en parler des courants de pensée après, donc je vais garder ça pour la suite. Mais bon, par exemple, le F-117, c'est quand même un gros révélateur. Alors aujourd'hui, il est un peu caduque, mais quand il était essayé en Belgique, il y avait des alertes aux ovnis à l'époque. Ça va nous rappeler ce qui s'est passé il n'y a pas longtemps, parce que voilà, la chasse belge ne voyait pas ces avions sur les radars. Et là, les États-Unis avaient été obligés de dire qu'ils testaient finalement un nouvel avion. Et aujourd'hui, encore, bon, pour faire simple, hein, cet avion a été inventé en 83, on est en 2023, 40 ans après, la France n'a pas de bombardier furtif aujourd'hui, par exemple. Hein. Il n'y a pas de bombardier furtif européen. Donc effectivement, cette hyperpuissance, elle est basée aussi sur la technologie. Et
Pendant cette période, les États-Unis ont fait ce pourquoi ils ont été faits dès le départ, c'est-à-dire qu'ils ont décidé de gérer la mondialisation, le fait que les flux commerciaux restent, s'installent, en étant persuadés au fond que le commerce qui se développerait dans le monde finalement développerait la culture occidentale et que finalement ça accentuerait leur mainmise sur le monde. La suite, tout le monde la connaît, hein, attaque du 11 septembre, fin de l'hyperpuissance, et puis vous avez finalement une hyperpuissance qui est incapable de régler les conflits, qui va partir en Afghanistan, qui va partir après en Irak, qui va connaître des échecs cuisants parce qu'elle se trouve avec des conflits asymétriques et des conflits hybrides. C'est quand même dingue de se dire que 18 gars avec des cutters vont pouvoir faire tomber le World Trade Center. Et pourtant, c'est quand même ce qui s'est passé. Pour rappel, il n'y avait pas un seul Afghan dans les avions, notamment. Et là, finalement, aujourd'hui, avec l'Ukraine, on se retrouve avec un conflit plus normal, quelque part. Et finalement, ça va mieux, finalement, à la stratégie américaine. Alors finalement, aujourd'hui, les États-Unis, ils investissent plutôt dans des drones, dans des armes qui leur permettent d'éviter les coûts humains et d'éviter les coûts politiques aussi. On ne supporte plus les morts de la guerre dans les démocraties occidentales. Mais vous avez un déséquilibre qui est considérable, hein. Regardez les dépenses des États-Unis, chiffre 2019, à eux seuls, ils font un gros tiers des dépenses mondiales au niveau militaire. Il faut se battre pour trouver la Russie, hein. La Russie, 65 milliards, c'est colossal pour leur économie, mais c'est ridicule, c'est plus de 10 fois moins que les États-Unis. Or, pour les États-Unis, en termes de PIB, c'est finalement relativement ridicule, hein. On n'est pas à 5% de PIB. Donc, les États-Unis ont la marge, ils peuvent aller encore beaucoup, beaucoup plus loin à ce niveau-là. Budget 2022, 813 milliards, dont 100 milliards pour le développement et la recherche. Donc avec cette idée-là de développer une avance technologique qui leur permettrait d'économiser les coûts humains, euh, avec notamment des techniques intéressantes comme celle des essaims de drones, qui sont assez redoutables, quoi. Quand on regarde le monde aujourd'hui, on voit les priorités finalement des États-Unis qui sont assez logiques en termes de géostratégie, hein. L'Asie, c'est 40% du PIB mondial, donc les États-Unis vont se tourner d'abord vers l'Asie. Là, il part au plus urgent avec l'Ukraine, ils essayent de contrer Wagner en Afrique, mais l'essentiel, c'est quand même de se battre sur le continent asiatique, et notamment avec la question primordiale évidemment de Taïwan. Euh, Ensuite, consolider l'Amérique du Nord, l'ALENA, notamment le Mexique qui est en difficulté aujourd'hui. Et enfin, même si on ne le voit pas beaucoup sur la carte, le Proche et le Moyen-Orient, parce que même si c'est que 5% du PIB mondial, c'est quand même 40% des réserves de pétrole, quoi. Donc l'Europe, c'est un aléa. L'Ukraine, c'est pas un accident de l'histoire, hein, mais ça oblige à repenser les priorités, avec un changement fondamental qui a eu lieu aussi, hein. Euh, Avant, les États-Unis étaient importateurs de pétrole, donc il y avait une nécessité de tenir le Golfe Persique. Aujourd'hui, en 2005, ils apportaient 2 tiers de leur pétrole. Aujourd'hui, ils sont exportateurs. Donc ça change à peu près tout. C'est le premier gros basculement. Et le deuxième gros basculement, c'est que la Chine, aujourd'hui, c'est plus de 40% du PIB des États-Unis. Donc pour la première fois, ils ont quand même un concurrent qui est à la hauteur, puisque la Russie était un monstre militaire, mais assez peu économiquement. Là, pour le coup, on a une Chine qui se développe au niveau militaire et qui, au niveau économique, pèse. Et le paradoxe, c'est qu'elle pèse grâce finalement aux États-Unis et aux délocalisations des firmes américaines. Voilà. Alors, le conflit en Ukraine, il change la donne pour plusieurs points, notamment aussi sur justement tout ce qui est énergétique. Euh, alors, bon,
a basculé complètement. Avant, l'Europe se satisfaisait d'être défendue par les États-Unis et d'être alimentée en énergie par la Russie. On ne voyait pas du tout le problème, même si aujourd'hui ça paraît dingue d'être naïf à ce point-là. Et alors, pour la France, c'est un peu particulier parce qu'on a une histoire qui est différente avec notamment l'Algérie, mais toute l'Europe orientale et centrale était complètement biberonnée au gaz et au pétrole russe, quoi. Euh, pour le coup, on est obligé de changer. Et cette carte, je l'ai trouvée intéressante. Regardez la réduction de gaz naturel qui est liée aussi à un hiver, on va dire, plutôt chaud. Alors ça fait un peu bizarre de dire ça, mais en tout cas tiède. Et puis un basculement qui va se faire aussi vers le GNL américain. Et là, on retrouve aussi tout l'intérêt qu'ont les États-Unis à couper l'Europe de la Russie. La Russie, elle, de son côté, va se tourner vers l'Asie. Euh, et les États-Unis ont la capacité aussi de couper notamment le système SWIFT. Donc en fait, la mondialisation, elle est d'une certaine manière déjà euh, terminée. Voilà. Pour autant, il y a quand même des très grosses fragilités pour les États-Unis. Il va y avoir aussi un déficit commercial qui est abyssal. Euh, alors, on est à des chiffres proprement ahurissants. 975 milliards de dollars de déficit en 2021. Alors, vous voyez que c'est essentiellement des biens, hein, les services sont encore dans le positif. Et puis avec un rapport qui est hallucinant avec la Chine. Et là aussi, ça paraît impossible de continuer de cette manière. C'est-à-dire que euh, il est logique que les États-Unis protègent leur territoire. Il est logique que l'Europe fasse pareil, même si pour l'instant elle ne le fait pas. Et l'Europe risque gros, hein. Je pense par exemple à la bascule sur l'électrique dans l'automobile. Si on ne protège pas notre industrie, elle ne résistera pas. Et finalement, les États-Unis, eux, protègent et on doit s'adapter. Donc l'Union européenne va avoir intérêt à réagir très très rapidement à ce niveau-là. Voilà. Alors, euh, je vais accélérer sur ce qui se passe aujourd'hui, hein. Euh, Rappelons-nous aussi d'août 2021, retrait d'Afghanistan qui suit le retrait d'Irak. Ça rappelle des images du Vietnam en 73-75. Un déficit commercial qui est abyssal. Il y a une nécessité pour les États-Unis de revoir toute leur stratégie. Donc, ils abandonnent l'Asie centrale, ils l'abandonnent à la Chine, puisque c'est elle qui va sans doute prendre le relais, et ils rebasculent complètement leur géostratégie. Et on va tomber sur finalement cette vision du monde-là, c'est-à-dire ce monde multipolaire, finalement, bah, c'est une chimère, il n'a jamais réellement existé. Et on est passé d'un monde États-Unis-Russie à un monde États-Unis tout court, puis à une bascule là qui va s'opérer avec peut-être un rapprochement entre la Russie et la Chine et une vraie fracture géopolitique qui se fait entre une espèce de volonté d'union euro-asiatique Russie-Chine et une Union européenne XXL. Avec la France qui a un jeu à jouer géostratégiquement, puisqu'on s'est fait jeter de l'alliance AUKUS, sur laquelle je vais revenir, avec l'Inde. Et là, il y a un vrai potentiel. Il y a un vrai potentiel d'alliance qui est essentiel pour stabiliser l'océan Indien et l'océan Pacifique pour la France, qui est quand même le deuxième territoire mondial en termes de possession maritime. Mais il faut réussir à faire basculer l'Inde du bon côté, et ça c'est un enjeu qui est colossal pour la suite, quoi. Euh, hop. Donc les États-Unis basculent complètement et annoncent en septembre 2021 finalement la création de l'AUKUS. Alors c'est une catastrophe pour la France, hein. Nos sous-marins n'iront pas en Australie, on perd 50 milliards sur le coup. L'Australie et la Nouvelle-Zélande pouvaient nous aider à défendre la Nouvelle-Calédonie, même si c'était un peu contre-intuitif. Et finalement,
finalement, ça ne va pas être possible. Donc nous, on rebascule sans doute vers l'Inde, et les États-Unis, eux, finalement, sont amenés à faire un choix vraiment fondamental pour eux par rapport à leur grand ennemi, qui est la Chine. On l'a vu, hein, ça a été très 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 dur les échanges aujourd'hui entre la Chine et les États-Unis, avec la création de ce qu'on appelait pendant la guerre froide un endiguement, c'est-à-dire une zone qui part du Japon, qui passe par Taïwan, les Philippines, l'Indonésie, Singapour, et en arrière-plan l'Australie, pour tenir en fait l'expansion chinoise. La Chine n'a pas accès à une mer libre tant qu'elle n'aura pas mangé Taïwan. Donc c'est vital pour la Chine de reprendre Taïwan, et elle va le reprendre, enfin elle veut le reprendre vite. Et du côté des États-Unis, il y a cette bascule entre les deux façades qui finalement se fait en ce moment. Euh, je vais faire très vite là-dessus, parce que je vais vous laisser le temps de réagir aussi, hein. Euh, pour faire simple, jusqu'à Kennedy, les États-Unis basculaient sur l'Europe. Voilà. À partir de Nixon, ils ont basculé sur l'Asie. L'armée de terre est pro-européenne. Voilà. L'US Army vise l'Europe. La marine, elle, vise le Pacifique. Donc, on retrouve finalement aujourd'hui une Amérique qui bascule à nouveau du côté du Pacifique. Euh, alors, je vous ai mis Carl Schmitt au-dessus parce que euh, il y a une géostratégie globale qui est importante. Euh, c'est, alors je ne sais pas si vous connaissez ou pas, celle de Heartland et Rimland. Je vous le fais très 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 vite parce que finalement on pourrait passer des heures dessus, hein. Mais pour faire simple, euh, la domination du monde se fera soit par les mers, complètement, c'est la stratégie américaine de dominer tout l'espace maritime, sauf si quelqu'un possède ce qu'on appelle l'Eurasie. Le cœur de l'Eurasie, c'est le Heartland. Pour faire clair, c'est ce que souhaite faire la Russie. Et le Rimland, c'est ce qui empêcherait la Russie de dominer le Heartland. Pour faire très simple, pour tenir le monde, soit vous tenez toute la mer, soit vous empêchez une personne de tenir toute la terre. Donc ça explique aussi le fait que les États-Unis vont aller jusqu'en Ukraine et aider l'Europe de l'Ouest et empêcher la Chine de se développer aussi. C'est ce que finalement théorisait aussi Carl Schmitt, c'est-à-dire j'ai une autorité sur mon impérium, sur mon empire, et j'ai une domination sur mon dominium, c'est-à-dire ma zone d'influence, pour faire simple. Et pour ça, les États-Unis vont développer d'autres aspects, petit à petit, une maîtrise du monde par les nouveaux moyens techniques qu'on peut avoir aujourd'hui. Ces moyens, vous les connaissez tous, hein, on le voit au fur et à mesure aujourd'hui. C'est notamment les alliances militaires. Alors, par exemple, l'OTAN, l'ANZUS ou l'AUKUS, mais aussi la monnaie, le dollar, puisque ça reste la monnaie de référence mondiale. Les plateformes numériques, on est sur Twitch, donc on est bien placé pour le savoir. Et puis aussi le droit extraterritorial, on en parle assez peu, mais c'est ce qui permet aux États-Unis de donner des amendes à des firmes, notamment européennes, euh, quel que soit finalement, sans tenir compte du territoire. Pour ça, il faudra maîtriser les mers, on en a déjà parlé, l'air, et là il y a une domination qui est claire et nette, hein, mais aussi l'espace, et il y a une vraie lutte pour la conquête spatiale en ce moment. Et enfin les data, et là on est en plein dedans. Alors, je termine sur deux trois points qui me paraissent essentiels. L'OTAN, tout le monde pensait que l'OTAN était mort. C'est Macron qui disait que qu'il était en état de mort cérébrale, ce qui était pas faux à l'époque, hein. Aujourd'hui, l'OTAN est une bouée de secours pour tous les pays d'Europe, hein, surtout d'Europe de l'Est. Et ça met un peu en colère la France parce qu'on rêve toujours de faire notre défense européenne commune. Bonjour, plaisir de te voir aussi. Et, euh, et aussi,
ça pose un vrai problème aussi pour l'export d'armes. C'est Florence Parly, notre ministre jusqu'à 2022 de la Défense, qui disait la clause de solidarité, c'est l'article 5, c'est pas le F-35. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, finalement, la plupart des pays, comme la Pologne notamment, mais pas que, hein, quand ils ont des achats militaires à faire, ils achètent des armes américaines pour s'assurer du soutien des États-Unis, chose qui est impossible évidemment du point de vue français. Euh, Enfin, on a l'émergence justement, je vous parlais des datas de l'espace numérique, d'acteurs qui n'étaient pas du tout attendus avant, hein. On peut penser notamment à Elon Musk, hein. Je vous rappelle qu'il a quand même proposé un plan de paix. On a envie de lui dire mais de quoi tu te mêles, Coco, mais il l'a fait quand même, hein, sur son Twitter, qu'il a racheté d'ailleurs. Euh, et, euh, et bon, il a basculé dans un côté pro-russe en assez peu de temps. Ça peut être assez effrayant quand on sait la puissance des réseaux sociaux. Pour autant, c'est aussi lui qui a donné Starlink aux troupes ukrainiennes et qui leur a permis de communiquer alors que, évidemment, tous les réseaux avaient été annihilés par les forces russes. Donc il a été à la fois un des meilleurs alliés des forces ukrainiennes et paradoxalement, aujourd'hui, c'est un des plus grands pro-russes. Donc c'est vraiment quelque chose qui est assez étonnant. Je termine par quelques références que vous avez peut-être en tête, notamment la série Handmaid's Tale. Aujourd'hui, on est inquiet sur les États-Unis, pour être tout à fait clair. Effectivement, quand on a une vraie crise institutionnelle, l'American Way of Life fait plus rêver personne. Il y a une inquiétude sur le droit à l'avortement, l'inquiétude de l'assaut du Capitole, euh, et puis l'inquiétude des élections de 2024. Hein. Euh, il serait temps que l'Europe compte sur elle-même. Et je termine ce coup-ci définitivement par la France, quoi. Euh, Après le désastre d'Aokus, on se retrouve un peu seul. On compte toujours autant sur les États-Unis. On a été obligé de les appeler au secours lors de la guerre en Libye pour avoir des munitions. L'Europe de la défense, c'est une chimère. Euh, que faisons-nous, quoi? Il va falloir effectivement qu'on accentue nos efforts, ça paraît absolument essentiel. Voilà. Alors pour en revenir à la question qui est posée, c'est toujours difficile aussi aujourd'hui de se placer dans un courant de pensée au niveau des relations internationales. Parce que moi, je suis intimement persuadé qu'on est en train de changer complètement d'époque, de période, et dans la plupart des courants de pensée, y a vraiment plusieurs problèmes fondamentaux. Déjà, on a beaucoup du mal à sortir d'une vision centrée sur nous-mêmes, que ce soit la France ou les autres pays d'ailleurs. C'est pour ça que je vous conseille notamment de lire ce bouquin-là, voilà, Les ambitions inavouées de Thomas Goddard. Euh, et, euh, et effectivement, on a du mal à juger dans l'actualité immédiate. Il faut savoir prendre du recul. Et en ce moment, c'est compliqué. Toujours est-il que ce que vous avez pu apprendre sur la mondialisation, je pense que c'est terminé, qu'on va être dans un monde avec plusieurs blocs qui vont s'affronter, avec sans doute un bloc dirigé par les États-Unis et le reste de l'Occident, et puis en face, un bloc qu'on appelait les BRICS avant, hein, c'est-à-dire Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, mais en fait qui est surtout Russie-Chine, parce que la Chine a intérêt quand même à ce que la Russie ne coule pas, et à vassaliser la Russie. Si la Chine arrive à vassaliser la Russie, et si l'Inde bascule du mauvais côté, on a de quoi être vraiment très très inquiet, je crois. Mais on a aussi des armes et des ressources, on a des capacités, et au fond, la démocratie est supérieure à la dictature dans le fait qu'elle a quand même l'assentiment de la majorité de la population. Et le nationalisme russe et chinois touche quand même à ses limites, hein. On l'a vu pour la Chine pendant le Covid. Et pour la Russie, bon, quand on passe les 100 000 premiers morts, on peut se douter que petit à petit, ça va commencer à être de plus en plus difficile à justifier cette guerre, je suppose en tout cas. En tout cas, je vous remercie
pour vos commentaires. Ça fait plaisir de vous voir, d'être suivi. Euh, N'hésitez pas à faire des remarques, des commentaires pour améliorer les choses. Je suis un débutant sur Twitch, hein, donc j'ai bien conscience qu'il y a sans doute beaucoup à faire. Et je vous remercie en tout cas pour tout, et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.